Michel Germain, bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris 2, vous avez enseigné le droit des sociétés, vous êtes également co-auteur de l'ouvrage Dirigeants de société publié par le groupe Revue Fiduciaire. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour la 4e édition de cet ouvrage qui réunit tous les aspects juridiques de la fonction de dirigeant. Par rapport aux autres ouvrages, celui-ci a l'originalité de juxtaposer les 3 approches juridiques, fiscales et sociales. Première question, Michel Germain, pourquoi avoir déroulé l'ouvrage de cette manière? À quel enjeu répond-il? Oui, en effet, le titre est clair puisqu'il est d'abord dirigeant de société et ensuite on précise juridique, fiscal, social, c'est-à-dire le juridique, le fiscal et le social de ce métier de dirigeant. Disons que c'est un peu le dirigeant en 3D. Le dirigeant, c'est une personnalité assez complexe, à plusieurs facettes, et il a semblé utile de présenter toutes ces facettes. Alors bien sûr, il y a déjà un aspect juridique, et l'aspect juridique, ça consiste à comprendre le fonctionnement du pouvoir. Et le pouvoir dans la société, c'est important parce que c'est un peu le squelette, la colonne vertébrale de la société. Mais à côté de ça, il y a l'aspect fiscal des choses, disons la vie propre du dirigeant sous l'angle fiscal. Et cet aspect est diablement complexe et diablement difficile. Parce que la loi fiscale cherche bien sûr à appréhender l'ensemble des revenus du dirigeant, c'est normal, c'est sa fonction. Mais en même temps, le législateur fiscal a bien conscience de la proximité du dirigeant et de la société, de l'entreprise et du chef d'entreprise. Et donc, on va parfois essayer de favoriser l'entreprise au travers du chef d'entreprise. D'où une réglementation fiscale qui oscille un peu entre ces deux pôles et qui tantôt favorise le premier aspect, tantôt favorise le second aspect. Et puis il y a enfin la facette sociale. Notre dirigeant est soumis aux droits de la sécurité sociale, pour la maladie, pour la retraite par exemple. Et il y a là une complexité assez particulière puisqu'il se trouve que le dirigeant peut soit cumuler un contrat de travail avec sa fonction de dirigeant, soit être seulement dirigeant. Donc manifestement, tous ces aspects techniques sont complexes. Je crois qu'il est utile que le dirigeant les comprenne bien, ou bien si le dirigeant est trop absorbé par son action économique, ce qui se comprend fort bien, eh bien il faut que le conseiller du dirigeant comprenne bien tous ces aspects. On va se concentrer sur la partie juridique dont vous êtes le responsable. Quelles sont les mises à jour, les grands changements ou encore les nouveautés de cette nouvelle publication? Je dirais que quand on pense aux dirigeants, quand on regarde le dirigeant d'un point de vue juridique, on a affaire à un personnage paradoxal, parce que à la fois il a beaucoup de pouvoir, il peut même avoir tous les pouvoirs dans la société, tout dépend de chaque cas particulier, mais en même temps il court des risques et sa situation peut être parfois fragile s'il n'est pas majoritaire dans la société. Et donc la pratique et la jurisprudence vont un peu s'occuper de ces deux aspects, tantôt pour contrôler un dirigeant qui aurait beaucoup de pouvoir, tantôt pour le protéger lorsqu'il est en situation de faiblesse. Alors vous évoquez la question des innovations purement légales ou législatives. Disons que on sait bien que le droit des sociétés est bouleversé en permanence, mais il se trouve que dans le domaine du dirigeant de sociétés non cotées, il n'y a pas eu beaucoup de changements, même si on parlera de certains de ces changements tout à l'heure. Très bien. Est-ce que vous auriez un exemple précis de modification législative sur le statut de dirigeant? Oui, alors il n'y a pas beaucoup de modifications législatives, comme je le disais, mais il y en a une qui a frappé un peu les esprits. Elle concerne la thématique des conventions réglementées. Alors il faut peut-être s'expliquer un tout petit peu sur ce que sont ces conventions réglementées. Le législateur est de plus en plus sensible à ce qu'on appelle le conflit d'intérêts, quand il y a un risque que le dirigeant oublie l'intérêt de sa société et pense à son intérêt propre. Et pour cela, on a une vieille règle juridique qui s'appelle, dans la pratique juridique, qui s'appelle la règle des conventions réglementées. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, on essaie de contrôler d'une certaine manière les conventions qui sont passées entre le dirigeant, en tant que dirigeant, et lui-même, ou les conventions qui seraient passées, par exemple, entre le dirigeant de la société et son conjoint, ou les conventions qui seraient passées entre le dirigeant de société et une autre entreprise dans laquelle il se trouve également partie.
Et donc on peut s'inquiéter dans ces cas-là sur la diligence parfaite du dirigeant. Et donc on a inventé depuis très longtemps un processus, une procédure particulière qui est relativement simple dans ses grandes lignes. Il faut déjà que si on prend le cas de la société anonyme, il faut déjà que le conseil d'administration donne son autorisation à la convention. Il y a ensuite un rapport du commissaire aux comptes qui va expliquer la convention. Et puis ensuite, ce rapport va passer à l'Assemblée générale des actionnaires qui vont être éclairés par ce rapport et approuver ou non la convention en question. Or, il se trouve dans la pratique que les commissaires aux comptes, qui doivent faire un rapport, comme je l'ai indiqué, ces commissaires aux comptes ne sont pas souvent très expansifs sur l'intérêt réel de la convention pour la société, parce que c'est en soi une tâche difficile que d'appréhender de l'extérieur cet intérêt réel de la convention. Et donc il y a eu une idée qui a germé à la suite de réflexions de l'AMF, consistant à dire que finalement ceux qui peuvent le mieux expliquer la convention, bien, ce sont les dirigeants eux-mêmes, et donc une ordonnance assez récente, de la fin du mois de juillet 2014, décide que le conseil d'administration doit lui-même justifier l'intérêt de la convention pour la société. Donc il y a là manifestement quelque chose de nouveau. Quelle en sera la portée exacte? Pour le moment, c'est un peu difficile de l'appréhender à l'avance. Très bien. Concernant les pratiques professionnelles, est-ce qu'il y a des changements à préciser? Est-ce que vous auriez des cas de jurisprudence majeure à partager avec nous, par exemple? Oui, il y a une jurisprudence qui est intéressante, enfin qui est assez ancienne, mais qui est ferme et qui s'affermit de jour en jour, et qui concerne la protection du dirigeant. Je disais que parfois, il est en situation de faiblesse, par exemple en cas de révocation ou de menace de révocation. Et là, depuis assez longtemps, il y a une jurisprudence qui cherche à protéger le dirigeant. Alors on a appelé cette jurisprudence la jurisprudence du principe du contradictoire ou du respect des droits de la défense. Qu'est-ce que ça représente? Mais ça signifie que lorsqu'il y a ainsi une menace de révocation, il faut que cette menace soit explicitée au dirigeant, qu'on lui dise exactement ce qu'on lui reproche, et que le dirigeant ait la possibilité de répondre. Cette jurisprudence existe depuis un certain temps. Comme je disais, elle est constante, elle s'affermit même, et en même temps, elle évolue du moins dans son appellation, puisque le juge, il y a pas très longtemps, la Cour de cassation a estimé que cette appellation de contradictoire ou de droit de la défense n'était pas très satisfaisante, parce que ça faisait un peu penser au procès judiciaire, alors qu'on n'a pas véritablement affaire à un procès judiciaire. Et donc la formule a maintenant changé, et depuis un an ou deux, la Cour de cassation parle d'une obligation de loyauté de la société, mais avec des conséquences qui sont assez semblables à celles qui existaient autrefois. Parmi les statuts, il y a celui de la SAS. Ce statut est maintenant répandu et très connu. Est-ce qu'il est impacté par les derniers changements réglementaires ? Il n'est pas véritablement impacté par les derniers changements réglementaires. Ce qu'on peut dire à propos de la SAS, c'est que, comme vous le dites, c'est une forme de plus en plus répandue. Il y a maintenant à peu près 4 fois plus de SAS que de sociétés anonymes, donc c'est bien signe que cette forme a plu. Pourquoi a-t-elle plu? Elle a plu parce que les statuts sont très libérés, ils n'ont plus le carcan réglementaire et juridique qui existait auparavant, et donc on peut inventer beaucoup de mécanismes originaux. Alors, c'est difficile d'en parler parce que tous ces mécanismes sont particuliers et on ne peut pas en faire une synthèse très, très aisée. Ce qu'on peut peut-être simplement dire de manière générale, on peut peut-être attirer l'attention sur 2 points. Le premier point, c'est que le statut même du dirigeant va être éclairé par toutes les dispositions qui vont se trouver dans les clauses statutaires de la SAS. Et donc, il faut que le dirigeant soit très sensible à ces clauses qui définissent sa place, son positionnement dans la société. Et puis, il y a peut-être un autre aspect propre aux dirigeants, assez original, qui a permis de solidifier en quelque sorte la direction de la société qui était un peu fragilisée à un moment. Il y a eu, dans les années 2009-2010, des jurisprudences compliquées qui semblait dire que le DG ou le DGD de la SAS n'avait pas les pouvoirs qu'on lui imaginait à l'origine. Cette jurisprudence du fond avait beaucoup inquiété les SAS. Il y a une sorte de mouvement de lobbying des SAS pour que les choses changent, et la Cour de cassation a compris ce malaise, et à la fin des années 2010, elle a rendu des arrêts très clairs
pour dire que le DG et le DGD avaient les mêmes pouvoirs de représentation que le président. Michel Germain, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes toujours le bienvenu dans notre magazine. Je rappelle que cette 4e édition de l'ouvrage Dirigeants de société est disponible dans toutes les librairies et sur la boutique en ligne du site de la Revue Fiduciaire.